Aujourd'hui, ce n'est plus des femmes qui ne sont plus allées à l'école ou tout ce qu'on peut mettre comme étiquette. Non, il s'agit des femmes qui ont fait des études supérieures, qui la plupart ont décroché les titres de docteur. Donc, on a la matière. Il est question maintenant de faire en sorte que cette matière soit valorisée. Et pour y arriver, ce n'est pas une affaire des femmes, ce n'est pas non plus une affaire des hommes. C'est la conjugaison de ces formes, me semble-t-il, qui permettrait justement d'en arriver là. Je suis d'accord que des efforts ont été consentis. Déjà, au niveau central, à travers donc cette réforme-là, qui nous permet aujourd'hui d'être rassurés que dans tous les cas, nous aurons au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. Mais nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Vous ne me direz pas que je parle en tant que papa de fille. Oui, d'accord, je lutte pour mes filles, non pas forcément qu'elles s'imposent aux hommes, mais pour quand même qu'il y ait cette équité qui permette de garantir la voix de la femme dans le débat public, dans le débat politique, parce que tout se décide là. Et donc, j'estime pour ma part que c'est une affaire de tout le monde. Le chef de l'État a fait sa part, l'Assemblée nationale a fait sa part. Les formations politiques doivent pouvoir maintenant montrer de la bonne volonté, de la bienveillance, je vais dire, dans une certaine mesure, pour accompagner, afin que la réforme ne soit pas isolée. On a constaté que le Parti républicain a positionné vraiment de femmes titulaires vraiment, et donc c'est tout à son honneur. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que ce nombre est porté à 24. Je ne dis pas que les autres ne l'ont pas fait, mais on constate que, ce nombre est porté à 28, parce que le Bloc républicain a su positionner des femmes titulaires. Je pense que c'est ce que nous disons, c'est une prime à leurs compétences, une prime à leur engagement politique. On s'est dit que ces femmes-là, par le passé, apporter leurs preuves de ce que elles savent travailler sur le terrain, de ce que elles savent vraiment prendre certaines positions quand il s'agit de faire des débats. C'est des femmes qui, en sourdine, travaillaient sur le terrain. Vous n'allez pas me dire que dans la 16e, celle qui aujourd'hui fait figure de Rosine Vieira-Soglo, je veux parler de Aïe Chantal, permettez-moi de rappeler le nom. Vous n'allez pas me dire que celle-là n'a pas travaillé à ce que les femmes des marchés puissent avoir peut-être certains avantages que nous, hommes, on ne maîtrise pas. Vous n'allez pas me dire, parce que la preuve, c'est qu'elle a réussi à obtenir 2 sièges pour le parti BR. Mais aidé, bien sûr, par le deuxième titulaire sur la liste, je crois, c'est Naoum qui a travaillé. Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est un bon attelage. Et donc, je suis d'accord qu'on puisse travailler à ce que les femmes soient titulaires sur des listes, mais on ne peut pas mettre n'importe quelle femme parce que nous sommes sur le terrain politique, et sur le terrain politique, c'est pas un jeu de communion, c'est pas un jeu de leader, comment dit-on, d'enfants de cœur, où on peut aller s'asseoir et dire, bon, écoutez, mettons les femmes, nous on est juste là pour les booster. Non, les femmes doivent montrer qu'elles savent faire quelque chose. Si elles ne le font pas, mais je dis, c'est bien grave pour elles. Depuis que cette loi-là est votée, on a remarqué que la plupart des formations politiques ont tendance à négliger le positionnement des femmes sur les listes pour leur permettre d'être élues. Ces formations politiques préfèrent positionner les femmes pour le bonus, et quand ces partis arrivent à avoir la majorité dans une circonscription électorale, ils sont sûrs que la place de bonus leur revient de force. Donc c'est ça qui a fait que vous allez remarquer que pour cette fois-ci, au lieu de 29 femmes, on a 28 femmes. Ça veut dire que le bonus des démocrates, je peux dire, est parti, parce que les démocrates ne sont pas représentés pour cette fois-ci au Parlement. Vendredi 23 janvier 2025, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première partie de votre émission Que dit la presse, le tout dernier numéro de cette semaine que nous démarrons tout de suite avec la une des quotidiens parus et parvenus à la rédaction de Cristal News. Et c'est le quotidien La Boussole qui nous accueille avec en sa manchette « Percée historique du bloc républicain aux législatives 2026 ». La démonstration de force d'un groupe en pleine ascension. BR, un parti désormais incontournable, précise le quotidien. Finances souveraines. Le Bénin inaugure un soukouk de 500 millions de dollars et séduit les investisseurs mondiaux. Soleil levant. Fin de mandat présidentiel. Talon mobilise son équipe pour la dernière ligne droite. Infrastructure marchande. L'ANAGEM lance bientôt les marchés de PK3 et Kokokoyi. L'affiche du jour, marchés internationaux, le Bénin entre dans l'histoire avec son premier soukouk souverain. Lutte contre la corruption, l'Organisation mondiale des parlementaires honore Louis Gbéounou Vlavonou. Et toujours avec le quotidien L'affiche du jour, média, lancement du guide du journaliste en période électorale par l'ODEM à Cotonou. Le patrimoine.
Succès inédit en Afrique, le Bénin séduit le monde avec Soukouk et Erobond. Mise en service de certains marchés modernes, le marché de Kokokoyi sera inauguré ce jour, nous informe le patrimoine. L'Indépendant, pour une trêve politique effective les 7 prochaines années, qui pour conduire un parlement apaisé loin des intrigues politiciennes. C'est une interrogation à lire dans la page 3 du quotidien L'Indépendant. Toujours avec le même quotidien, Adi 2026, la fin des inscriptions et du paiement des frais fixés au 7 février. Le matin, émission d'un Soukouk de maturité de 7 ans, le Bénin réalise un exploit majeur sur le marché financier international. Assemblée nationale 10e législature, 28 femmes élues pour la 10e législature contre 29 au cours de la 9e législature. Le quotidien précise encore une représentativité féminine à minima. Les 4 vérités. À 4 mois de fin de son mandat présidentiel, Talon demande à son équipe de rester concentrée sur les perspectives prochaines. Message de nous le ferons au peuple après les législatives de 2026. Daniel Eda appelle à la réorganisation de l'opposition. Matin libre. Sans mandat électif et face à la trêve politique, les démocrates, l'heure de la résilience. Risque de transhumance en cascade. Vente de friperie à Cotonou. Place au marché PK3. Misebo détruit hier. Le Télégramme, marché financier, le Bénin émet son premier soukouk international à 500 millions de dollars. Assemblée nationale 10e législature, le nombre de femmes élues baisse de 29 à 28, nous informe le Télégramme. Toujours avec le quotidien Le Télégramme, Assemblée nationale, qui pour prendre le perchoir de la 10e législature, peut-on lire à la une du quotidien avec la photo du professeur Joseph Fifame Diogbenou, Luc Atropo et Abdoulaye Biokane. Bénin intelligent, Soukouk inaugural et Erobond 2038, le Bénin réussit son entrée. Le potentiel. Élections communales et législatives dans la 20e circonscription électorale, Ouémé, les politiciens en déclin s'attribuent la victoire écrasante de l'UPR. Quotidien Tchakpata. Marchés financiers internationaux, le Bénin réussit une double opération historique et s'impose en 2026. Dynamisme info, message au lendemain des résultats des législatives, l'appel ferme de Daniel Eda à la réorganisation de l'opposition. Dossier de cybercriminalité à la criette, la comédienne Aurélie Guézo libérée sous caution. C'est tout pour cette première partie de votre émission Que dit la presse. Tout de suite, nous installons les confrères en studio pour l'instant débat. Que dit la presse? Que dit la presse? Retour en studio pour la deuxième partie de votre émission Que dit la presse. Et pour l'instant débat, nous sommes avec 3 confrères. Fidèle Vaudou, fidèle, bonjour. Bonjour cher ami Kazmi, bonjour à tous les amis internautes. Cosmo Keke, c'est le deuxième invité. Cosmo, bonjour. Bonjour cher ami Kazmi, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et le dernier ou troisième invité, c'est Eman Pafé Aniambosu. Eman, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à Cosmo, fidèles et aux amis internautes de Crystal News. Nous commençons avec le quotidien Le Matinal qui titre ce jour Assemblée nationale 10e législature, 28 femmes élues pour la 10e législature contre 29 au cours de la 9e législature. Encore une représentativité féminine à minima, c'est ce que titre le quotidien matinal Cosmo Keke. Il nous plaît bien de faire un bilan de la 9e législature, de la représentativité des femmes de la 9e législature. Que peut-on dire aujourd'hui? Non, je pense que c'est pour une première fois pour la 9e législature qu'on a eu assez de femmes au Parlement depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, parce que vous aurez dû constater que la faible participation des femmes a amené les parlementaires à réviser la Constitution, et dans cette Constitution, il est prévu que désormais,
au niveau de chaque circonscription électorale, il faut forcément une femme. Et cette femme, elle est femme bonus. C'est le parti qui a plus de voix dans cette circonscription électorale qui décroche cette femme. Donc, ça a permis d'avoir le nombre 29 qu'on a eu, en dehors des 24 qui étaient normalement, qui sont des femmes bonus. Nous avions eu 5 autres femmes. 5 autres femmes qui sont normalement élues, notamment au niveau du LD, au niveau de l'UPR, je crois, et plus ou moins au niveau du BR, parce que il y avait BR, parce que la femme Sophia Tchanou était de la 19e législature, était élue, elle n'était pas bonus. Donc voilà, certaines formations politiques ont compris qu'en dehors de bonus, il faut bien positionner les femmes pour qu'elles soient élues normalement au Parlement. Et c'est peut-être ce qui a manqué plus ou moins dans certaines formations politiques aujourd'hui, parce que pour cette 10e législature, parce que vous avez remarqué que depuis que cette loi est votée, on a remarqué que la plupart des formations politiques ont tendance à négliger le positionnement des femmes sur les listes pour leur permettre d'être élues. Ces formations politiques préfèrent positionner les femmes pour le bonus, et quand ces partis arrivent à avoir la majorité dans une circonscription électorale, ils sont sûrs que la place de bonus leur revient de force. Donc c'est ça qui a fait que vous allez remarquer que pour cette fois-ci, au lieu de 29 femmes, on a 28 femmes. Ça veut dire que le bonus des démocrates, je peux dire, est parti, parce que les démocrates ne sont pas représentés pour cette fois-ci au Parlement. Fidèle Vaudon, peut-on parler d'une représentativité féminine à minima comme le matinal l'affirme? Vous savez, c'est un fait que pour la 10e législature, on aura 28 femmes, contrairement aux 29 de la 9e législature. Mais moi, j'irai encore plus loin pour rappeler cette réforme, quand même portée par le président Patrice Talon, dans son souci, bien évidemment, de valoriser un peu plus la représentation des femmes au sein de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une réforme majeure qui intègre donc la place de choix que devrait occuper la femme au sein des institutions donc de la République. On a eu à faire le débat en son temps autour de la réforme et surtout de l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. Je crois qu'aujourd'hui, tout donne raison à cette volonté politique affichée par le chef de l'État. Et s'il faut faire le débat aujourd'hui sur ce que vous appelez représentation à minima, il faut d'abord saluer ça et ensuite reconnaître que le pouvoir politique, on va dire, le pouvoir exécutif et même législatif ont fait leur part. Et que le débat qui doit se faire aujourd'hui doit se faire sur la volonté politique des partis politiques, des formations politiques. Parce qu'on a eu, comme le disait Cosme Keke tout à l'heure, on a eu cette propension à privilégier le quota réservé aux femmes dans les 24 circonscriptions électorales, donc 24 députés femmes élus d'office. Et donc, ceci ne devrait pas être perçu comme tel. D'autant plus que c'est pour régler un problème de la parité dans une certaine mesure, de l'équité au sein du Parlement, que cette réforme est advenue. Donc, au-delà des 24 femmes, on devrait assister à une forme d'accompagnement de la mesure au sein des formations politiques, accompagnement qui devrait se traduire par le positionnement normal des femmes. Pourquoi pas tête de liste? On a pu observer par exemple dans la 19e circonscription électorale que le rab Tchanou Sofiat a pu donc être positionné tête de liste dans cette circonscription électorale et elle a quand même pu tirer son épingle du jeu. Et vous avez constaté tout de suite que à contrario, celle qui était donc sur le quota des femmes dans cette circonscription, je peux parler de Dr Sophia Tourdi Fadé, n'a pas pu être donc élu puisque le bloc républicain n'était pas majoritaire donc dans cette circonscription. Donc voilà un peu comment
cette disposition, me semble-t-il, est biaisée par les formations politiques, de sorte à se dire, ces formations politiques, que bon voilà, le pouvoir, la loi a prévu, voilà, donc et puis ça s'arrête là. Non, ça pose véritablement un problème d'équité et de volonté politique au sein des formations politiques. Donc, je dis oui, représentation à minima, mais il faut déjà saluer cette représentation et souhaiter que les formations politiques travaillent à améliorer cela, à accompagner cette réforme-là en offrant de meilleurs positionnements aux femmes, et sans oublier, peut-être que nous allons revenir là-dessus, tout l'arsenal mis en place pour accompagner les femmes. Il y a quand même cette disposition législative qui leur donne le quota. Il y a plein d'autres avantages et on ne fera pas efficacement ce débat sans revenir sur la responsabilité des femmes elles-mêmes à travailler, à s'imposer au sein donc de leur formation politique pour que leur positionnement ne soit plus une question de négociation, que cela soit naturellement admis comme tel, puisqu'elles auraient travaillé à avoir une certaine autorité, à avoir un charisme au sein de ces formations politiques, au sein de leur communauté. Eman Aniambosu, Cosmo Keke parlait tantôt d'un bonus, des femmes bonus ou des postes bonus à l'Assemblée nationale. Que diriez-vous? Oui, je pense que les femmes ne seraient pas d'accord avec nous si on parle de poste bonus. Bon, c'est vrai que c'est une expression que nous journalistes, nous aimons utiliser. Mais moi, je parlerai plutôt de position de femme. C'est vrai que c'est la Constitution qui l'autorise et qui dit que désormais, pour des élections législatives, on va faire en sorte que les partis politiques qui obtiennent plus de voix puissent avoir, comme nous le disons en journalisme, en bonus, la position de femmes. Mais il ne s'agit pas de femmes qui ne sont pas au Parlement. C'est des femmes qui sont parlementaires comme les autres. C'est d'ailleurs ça qui fait que le nombre de parlementaires est porté de 83, je crois, à 109. Et donc, oui, c'est des députés qui sont élus. Mais est-ce qu'on peut faire le procès des partis politiques à ce niveau? Je ne le pense pas parce que il faut déjà voir quelle est la bataille, quel est le niveau de conscientisation ou de patriotisme de ces femmes-là, ou de militantisme plutôt, de ces femmes-là au sein des partis politiques. Parce que vous n'allez pas me dire, moi par exemple qui suis dans Gordon Telaba, si vous me dites par exemple de positionner une femme, alors que je sais que cette femme-là, dans la zone, ne risque pas de m'apporter plus d'électeurs, laissez que je positionne un Messan Diego par exemple, laissez que je positionne un Amoussou Sossou Bernard, laissez que je positionne d'autres personnes. Donc je pense que c'est aussi un jeu de calcul. Et donc les partis politiques se disent, bon, si nous mettons les femmes en position de femmes, et donc les hommes qui sont devant peuvent être cette locomotive-là qui entraîne les femmes et qui feront en sorte que nous obtenions ces positions bonus. Donc je pense que quand vous faites par exemple le point des femmes qui sont au Parlement, vous avez évoqué tantôt le nombre, c'était 29 pour la 9e législature, maintenant c'est 28 pour la 10e législature. Ça veut dire que nous avons 4 femmes qui sont élues. Et les 24 autres femmes qui bénéficient de l'âge victoire de leur parti politique. Donc, quand vous prenez par exemple la 16e, pour la 16e, le BN n'a pas eu tort d'avoir positionné une femme comme Aïe Chantal dans la 16e circonscription électorale, laquelle a réussi à enlever 2 sièges à ce parti. Et donc, et peut-être que si ils faisaient encore plus, ils auraient encore enlevé la position de femmes et tout. Donc, je pense que à ce niveau, les partis, ils font d'abord les calculs de l'attelage. Des positionnements pour savoir qui est-ce qu'on positionne dans telle zone pour obtenir le plus d'électeurs. Et donc à ce niveau il revient aux femmes, comme l'a dit avant moi Cosme Keke, il revient aux femmes qui se réclament leaders au sein des partis politiques de travailler vraiment à conquérir cet électorat-là, parce que vous savez, vous comprenez que nous sommes une population majoritairement composée de femmes et que les femmes ne puissent pas porter leur père à ces différents postes de responsabilité. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond à faire, un travail sociologique à faire au niveau des femmes. Et quand je parle des femmes, je rappelle cette combattante-là, Marie-Élise Akwabigbedo, qui a été dans ce pays candidate à l'élection présidentielle, mais qui malheureusement n'a pas pu être portée. Et quand je parle aussi des femmes, je parle également de paix à son âme, Rosine Vieira-Soglo, cette dame-là qui a porté vraiment la voix de RP dans Cotonou et qui vraiment a travaillé au Parlement à ce que son absence se fasse remarquer. Fort heureusement, il y a des partis qui arrivent quand même à donner le change aujourd'hui et qui font que, bon, des femmes sont au Parlement et travaillent résolument. Quand on parle également des femmes, on peut se demander, mais quel est leur rapport au Parlement? À part quelques individualités qu'on voit, Sophia Tchanou, Chantal Ayi, certaines autres femmes, le reste, vous les voyez habillées en boubou et qui viennent s'asseoir et qui attendent peut-être le moment venu pour lever les doigts, pour lever la main et dire qu'elles ont voté des lois. Et donc je pense qu'il faut travailler vraiment à ce que les femmes qui sont au Parlement représentent vraiment la population. Cosmo Keke,
Eman Nanyambosu parlait tantôt de l'apport des femmes au Parlement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, je pense que c'est un point important que Herman vient de toucher parce que ça me fait au moins 5 législatures passées. Au Parlement. En tant que journaliste parlementaire. Sincèrement, je crois qu'il a touché un point important parce que les femmes qu'on envoie au Parlement, en dehors de Rosine Soglo que j'ai vu qui prenait la parole comme des hommes au Parlement et Madame Ahaulou Keke qui une fois a été présidente de la commission des lois qui s'est battue pendant qu'elle était au Parlement et Sophia Tchanou qui a été une fois membre bureau de l'Assemblée nationale. En dehors de ces femmes, toutes les autres femmes que moi j'ai connues au Parlement n'ont jamais fait comme si elles sont représentants du peuple. C'est des femmes exactement comme Enambosu l'a décrit. Elles se comportent, c'est des femmes élues du peuple, elles viennent au Parlement, elles restent là. Quand il est question de voter, elles lèvent leurs petits doigts pour aller dans le sens de leur parti politique. Et ça s'arrête là. Moi, je n'ai jamais vu une femme porter une loi à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai jamais entendu une femme, c'est-à-dire prendre l'initiative de poser la question au gouvernement. Et quand ça se passe comme ça, moi je pense que les femmes aujourd'hui doivent se prendre au sérieux pour montrer que, comme on le dit, là où il y a femme, il y a homme. Et que nous sommes tous égaux devant la loi. La femme doit se battre pour montrer qu'elle est aussi capable de quelque chose. Les 28 qui viennent d'arriver à l'Assemblée nationale, vous avez le temps de constater. À peine si peut-être on se bat. Bon, c'est vrai que Madame non, pas Yahi. Madame Aïe, je l'ai vu au Parlement, elle ne s'est pas battue comme femme, comme il le faut. Non, je parle de Madame Talata, qui a eu la chance de rentrer au bureau, mais elle n'a pas fait long feu. Elle n'a pas fait long feu. À peine elle a fait quelques mois, on l'a retirée pour qu'elle aille faire ses aventures à la primature comme mon fils, présidente du Bénin. Donc voilà, vous voyez, aujourd'hui, Ayambosu a dit, les femmes, on a des femmes militantes. D'ailleurs, quand vous allez dans les formations politiques, ce ne sont pas les hommes qui font le travail, c'est les femmes qui font le travail. C'est les femmes qui se battent, c'est elles qui savent aller voir leurs camarades dans les hameaux pour leur parler des formations politiques. Combien d'hommes vous voyez, c'est seulement en période de campagne que vous allez voir les hommes sortir, aller rencontrer les militants. Mais les femmes sont tout le temps sur le terrain. Mais on ne leur donne pas la place qu'il leur faut parce qu'elles-mêmes là, elles ne se battent pas quand on les envoie. Nous parlons du Parlement. Mais allez voir ce qui se passe dans les communes. Au niveau des, quand on va donner les résultats, les conseils, on va donner les résultats bientôt. Vous allez voir des conseils où il y a du tout pas de femmes, Donc moi je ne sais pas ce qui, alors que dans d'autres pays, quand vous voyez des femmes se battre pour mériter la place qu'on leur a donnée, ce n'est pas le cas au Bénin. Fidèle Vaudounan, peut-on dire aujourd'hui que l'apport des femmes au Parlement manque malgré ce que Cosmo vient de décrire, à savoir que ces femmes-là, ce sont elles qui vont vers la population pour parler, pour discuter avec les militants à la base? Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Cosmo. J'ai même noté une certaine contradiction dans ses propos. Parce que les mêmes femmes ne peuvent pas être celles qui animent véritablement la vie politique à la base et se retrouver du fait, dit-il, peut-être de ce qu'ils ne seraient pas assez actives, et soient reléguées au second rang. Alors qu'il dit lui-même que ce sont elles qui sont au contact de la base. C'est elles qui sont au contact de la population, mais elles ne sont pas là où les décisions sont prises. C'est là le problème. Nous sommes donc d'accord que ce n'est pas exclusivement de la faute donc de la femme. Nous sommes donc d'accord là-dessus. Et plus encore aujourd'hui avec la réforme du système partisan où ce n'est plus les individualités qui ont le dessus justement dans le débat au sein des formations politiques. Nous sommes d'accord là-dessus. Il y a plus de, comment on appelait ça, de candidatures libres, voilà, pour les autres. Donc c'est le parti qui prime sur l'individu. Et si nous sommes d'accord, nous partons du postulat que les femmes sont plus en contact avec la base, avec les populations, avec les militants et militantes, il est tout à fait normal que les instances indiquées de la formation politique puissent en tenir compte au moment justement de monter donc les listes de candidatures. Nous sommes d'accord que de par notre sociologie, de par notre culture, il est toujours difficile, malgré les efforts des organisations de la société civile, des partenaires au développement et autres, il est toujours difficile pour les femmes de s'afficher publiquement d'une certaine manière. C'est encore nous qui nous mettons justement à les critiquer quand il y en a quelques-unes parmi elles qui essayent vraiment de s'affirmer en prenant des initiatives, en étant devant d'un certain nombre donc de choses, en trouvant que elle est trop libre, elle fait trop le garçon et tout ça. Ça pose un problème.
Ça pose un véritable problème. Donc, ça veut dire quoi? Pour moi, la responsabilité reste d'abord exclusivement imputable aux formations politiques. Pour ce qui est de l'animation dont nous parlons, alors prenons l'exemple au sein du Parlement. Vous n'allez pas me dire que la présidente Roselyne Vieira-Soglo, paix à son âme, prenait la parole comme ça. C'est parce que nous étions dans un système qui lui permettait justement d'avoir de l'initiative, de prendre la parole et de pouvoir s'affirmer, s'afficher. Et elle a su se construire une personnalité liée d'abord à elle-même. Et vous n'oubliez pas qu'il y avait quand même son statut de chef de parti. Elle était quand même chef de la Renaissance du Bénin. Ce n'est pas rien. Mais est-ce que nous sommes toujours dans ce cadre-là aujourd'hui? Non. Nous ne sommes plus dans ce cadre. Les partis ne sont plus attachés aux personnes aujourd'hui. Les partis sont attachés à des idéaux et ces idéaux-là sont portés par les responsables donc de ce parti-là. Bien évidemment, à un moment ou à un autre, c'est des hommes qui s'asseyent pour dire, bon voilà, on prend tel. Je ne connais pas les critères qui permettent justement de préférer tel à tel autre, mais je dis qu'il aurait été plus juste de faire en sorte que même si on n'a pas un cas, je dis n'importe quoi, si on prend les 24 circonscriptions, eh bien, si on n'a pas 6 en dehors des 24, bien sûr. En dehors des 24, bien évidemment. Parce que les 24, c'est déjà acquis. La bataille maintenant, c'est de faire en sorte que ce soit dans tel ou tel autre parti. Je parle à la place donc des responsables de ces formations politiques. Donc, les 24 vont être élus. On le sait déjà au départ. Maintenant, il appartient à chaque parti de travailler en sorte que, eh bien, l'élu vienne de son camp. C'est un peu ça. Mais, les partis peuvent faire l'effort, à défaut de les positionner en tête de liste, au moins dans 6 sur les 24 circonscriptions électorales, mais de les positionner tout au moins en deuxième position sur les listes. Parce que vous avez dû constater que, au-delà des circonscriptions où il y a eu véritable razzia, on a constaté qu'il y a quand même eu de ces circonscriptions où on a eu 3, 2, et ainsi de suite. Donc, il aurait été plus facile de pousser les femmes dans le mécanisme. De sorte qu'au-delà des 24 acquises, et justement, grâce à la loi, on aurait eu quelques éléments, femmes, qui viendraient grandir, non pas seulement les partis politiques, mais notre Parlement et partant notre pays en matière de représentativité des femmes, parce que ça sort quand même de l'entendement qu'aujourd'hui, on est plus de femmes que d'hommes et que dans des structures de représentation nationale, on ne puisse pas avoir, à défaut de la moitié qui soit femme, mais tout au moins, je ne sais pas, un cas où je ne sais pas trop, je ne suis pas très fort en mathématiques. Donc ça pose véritablement un problème au sein des formations. Donc pour moi, la responsabilité reste entièrement imputable aux formations parce que la société civile, les partenaires de développement ont déjà fait l'essentiel en termes de formation, de développement personnel, de leadership au niveau des femmes. Aujourd'hui, le débat ne peut plus se mener à ce niveau-là. J'ai eu la chance de travailler donc dans ce cadre pour comprendre que les femmes ont été formées. Ils sont de plus en plus formés et portent vraiment des idéaux aujourd'hui. Mais il faut maintenant que, en aval, leur formation politique puisse maintenant les aider à s'afficher, à s'affirmer, pour que on puisse percevoir cela comme leur contribution à cette réforme qui a permis de révéler notre pays à travers donc les 24 femmes qui sont élues. Je finirai sur cette proposition. Je crois que c'est la coordonnatrice du bloc républicain dans la 19e, Mme Sophia Touré-Fadé, qui l'avait porté dans une intervention en temps pour dire, mais on pourrait, dans la mesure du possible, eh bien, transposer la même disposition qui permet donc d'avoir les 24, voilà, au niveau donc de l'Assemblée nationale, au sein maintenant des conseils communaux. Au sein des conseils communaux, conseils municipaux, on devrait pouvoir faire le même effort pour permettre véritablement de tutoyer l'équité comme nous aurions souhaité dans notre pays. Et je crois que c'est des chantiers qui attendent les formations politiques et on gagnerait justement à travailler sur ces pas. Sinon, notre société continuerait de traîner cet art-là. Fidèle Vaudounon, je reste avec vous. Vous ne dénoncez peut-être pas un système qui n'est pas favorable aux femmes, à savoir comment prendre des décisions, comment prendre des initiatives, comme vous annonciez tantôt le cas de Roselyne Soglo. C'est des hommes, je dis des hommes grand H qui prennent les décisions. Nous sommes d'accord. Oui. Nous avons dit, voilà, c'est le parti qui décide, mais c'est quand même des hommes, grand H, qui prennent les décisions. J'ai dit qu'au départ, il y avait un système qui lui permettait de oui, j'ai dit, elle était chef de parti. Oui, elle était chef de parti. C'était important. C'était important. D'accord? Et je crois pas Ricochet, président de son groupe parlementaire. Ce n'est pas rien. C'est des éléments qui comptent dans la représentativité au sein de l'Assemblée nationale.
Mais aujourd'hui, ou depuis quelques mandatures maintenant, nous sommes dans un système de la réforme du système partisan, si je peux le dire ainsi, qui ne promeut pas les individualités. Les insuffisances de Non, ce n'est pas une insuffisance selon moi. De cette réforme. Ce n'est pas du tout une insuffisance. Il n'y a aucune réforme au monde qui ne montre pas quelques failles. Il appartient aux hommes de colmater les brèches et de les parfaire. La loi ne règle jamais tout. Il appartient aux hommes, les responsables de partis politiques, les membres de bureaux politiques de ces partis-là, de faire en sorte que la proposition soit bonifiée, de faire en sorte que les femmes, si on est d'accord avec l'idéal qu'il faut plus de femmes au sein de notre Parlement, il appartient simplement aux formations politiques de faire en sorte de bien positionner les femmes, à défaut de les mettre en tête de la liste, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de les mettre même dans la position de deuxième, pour les permettre, pour les permettre quand même parce que nous sommes d'accord que c'est des gens qui sont au contact, qui ont le contact facile avec les populations. Il faut à un moment ou à un autre le leur rendre. Il faut à un moment ou à un autre le leur rendre. Donc c'est de ça que moi je parle en fait. Je ne voudrais pas blâmer la réforme, encore moins parce que le pouvoir public toutefois vous reconnaissez les failles de cette réforme-là. A déjà fait le nécessaire. Il appartient maintenant aux hommes d'accompagner la dynamique. C'est de ça qu'il s'agit. La réforme n'est pas particulièrement insuffisante. C'est à saluer jusqu'à demain parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir la garantie au moins comme vous venez de 24 députés. Toute réforme a ses insuffisances, ses failles qu'il faille corriger. Emmanuel Yanboussou, peut-on dénoncer aujourd'hui une injustice sociale envers les femmes quand on sait que ces femmes-là, elles sont en contact direct avec les militants à la base et que ces femmes-là qui jouent ce grand rôle ne se retrouvent pas toutefois dans les grands lieux de prise de décision aujourd'hui? Au fond, n'étant pas militant d'une formation politique, je ne saurais dire si ces femmes-là, ces femmes leaders sont en parfaite communion avec des militants à la base. Mais en tant qu'observateur, je note simplement que sur le terrain, autant on peut dire que les femmes sont en contact avec les femmes, avec les militants, autant on peut dire la même chose des hommes. Dire que les hommes travaillent quand même à ce que le terrain soit occupé. Les hommes... c'est eux qui pratiquement s'asseyent pour décider. La preuve, vous constatez avec moi que les partis politiques qui ont fait confiance plus aux hommes dans certaines circonscriptions électorales ont réussi à décrocher beaucoup de sièges. Vous ne me direz par exemple pas que dans quelle zone, dans la 10e, je crois, il y a eu des glas, il y a eu l'attelage des glas à Kounan, et puis Léonore Ladikan Yahi. Ça a permis quand même au PR de renverser la tendance dans la 10e. Et quand vous voyez, c'est-à-dire que comme l'a dit Fidèle Baudouin avant moi, je suis d'accord avec lui. Malheureusement, il n'a pas reconnu à la fin ce qu'il a dit. Toute réforme a des limites. Si entre-temps, Rosine Vieira Soglo, on parle d'elle aujourd'hui parce que en son temps, elle a eu des facilités. Ces individualités se sont développées au sein du Parlement. Et vous vous rappelez un peu cette nuit-là où doyen d'âge a demandé à professeur Joël Djakonou, mais écoutez, qu'est-ce que je fais avec l'arrivée, le retour de Souza au Parlement? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, aujourd'hui, on ne laisse plus éclore ces individualités-là. Mais soit dit en passant, je pense que c'est aussi la faute à nous autres journalistes. Là, je m'en prends directement à Cosme Keke. C'est lui qui doit pouvoir nous dire, mais écoutez, quand on a voulu voter telle loi au Parlement, il y a eu des femmes qui ont pris certaines positions. Je vais par exemple parler de la loi sur la discrimination, la loi qui parle de viol à raison du sexe et tout, la loi qui a été votée à raison du sexe. Je pense qu'en ce moment-là, il y a eu des députés, dont Sophia Tchanou, dont Aïe Chantal, des gens qui ont pu lever quand même sur la loi qui aujourd'hui permet aux filles d'aller à l'école gratuitement, la loi qui permet aux filles de pouvoir bénéficier d'une aide de l'État. La loi, je pense que c'est des députés quand même femmes qui ont eu à porter ces voix-là, qui ont eu à faire des propositions pour que ces lois s'améliorent. Et malheureusement, il se fait que, étant donné qu'aujourd'hui on ne laisse plus place aux individualités, on ne laisse ces femmes non plus la possibilité de dire c'est moi qui ai porté telle loi. Parce que le parti prime surtout. Et en France, il y a par exemple la loi Panot. Sur tel aspect de la question, la loi, vous allez entendre la loi tel nom. Aujourd'hui au Bénin, ça ne se fait pas parce que la réforme telle que ça a été actée fait que c'est les partis qui prennent le devant et bien, en fait, malheur à qui veut lever le petit doigt pour s'arroger une initiative au Parlement. Et donc je pense que c'est une réforme qui a des limites.
on aurait pu laisser parce que les populations sont attentistes et veulent savoir si effectivement il y a des femmes qui portent leur voix au Parlement. Et donc je pense que on devrait pouvoir laisser ces femmes-là libres de pouvoir porter des lois, libres de pouvoir justifier des lois sur le terrain et ne pas attendre forcément la veille d'élection pour que ces femmes disent ce qu'elles ont fait pour les filles, pour les femmes des marchés, pour les ci, les ça de nos communautés. Cosmo Keke, oui, vous reveniez sur l'exemple de la dame Soglo tout à l'heure. Dites-nous, quand on regarde cette mandature, la mandature finissante aujourd'hui, est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent être comparées à celle? Non, je n'ai pas vu aucune femme n'a de poigne que Rosine Soglo. En tout cas, pour la législature finissante, je n'ai vu aucune femme. Peut-être il y a certaines femmes. Comme on a cité Chantal Aïe, ces femmes ont tenté de faire quelque chose, mais pas à la hauteur de ce que Rosine Soglo a été au Parlement. Pendant qu'elle était au Parlement, je veux dire. Je voudrais revenir un peu en arrière pour revenir sur ce que Fidèle a proposé, parlait. Il disait que les femmes, il faut prendre des dispositions. Moi, je crois que les hommes ne peuvent jamais laisser leur place aux femmes s'il n'y a pas une loi qui leur impose ça. Et comme il vient de le dire, il y a madame, il a parlé de madame Onifade qui avait proposé. Moi, je crois que c'est l'occasion pour les femmes de la 10e législature, c'est-à-dire celles qui vont au Parlement, d'initier des lois pour dire qu'il faut que désormais, quand il serait question de positionner, des positionnements pour les élections municipales et communales, il fallait trouver des positions pour les femmes, c'est-à-dire réserver des places pour les femmes. Moi, je vais même dire, aussi bien pour les élections communales que pour les élections législatives, il faut proposer qu'à défaut, moi je ne parle même pas de deuxième place, mais à défaut de donner deuxième place aux femmes, tout au moins, quand vous positionnez homme, première place, homme, deuxième place, il faut que forcément la troisième place revienne aux femmes. Et moi, quand ça se passe comme ça, vous allez voir, dans une circonscription électorale où on a 3 sièges par exemple, vous mettez femme troisième, si une formation politique a travaillé et enlève les 3 sièges, ça suppose que la femme est partie d'office et s'ajoute à celle qui serait bonus ou bien la place de la femme dans cette circonscription électorale. Emma n'aime pas ça, femme bonus. moi non plus. donc, celle-là va s'ajouter à celle qui occupe la place des femmes. Et là, ce serait bien. Et puis, je crois que les femmes doivent prendre leurs responsabilités. Autant qu'elles sont. J'ai dit, moi, je n'ai jamais vu les femmes initier des lois au Parlement. Alors que un parlementaire est là pour les lois. Il faut que, avec ce que nous disons là, que ces femmes-là prennent conscience pour permettre à leurs filles qui sont là et qui ont envie de les remplacer puissent avoir de place au niveau des partis politiques. Et nous parlons aussi, vous avez parlé de Rosine Soglo. Vous avez vu comment Rosine Soglo a tenu dur au sein de sa formation, non, même au sein de sa formation politique. Elle a tenu dur. Dont elle était responsable. Bien sûr. Aujourd'hui, de toutes les formations politiques que nous avons aujourd'hui, quelle est cette formation politique qui est contrôlée par une femme? Dites-moi, la seule qu'on avait, c'était RN. Elle est déjà... qui a fini par se dissoudre dans Union progressive. Donc, vous voyez que les femmes n'ont pas la volonté de faire le travail. Elles n'ont pas la force, je dis, non, c'est une question de volonté. Elles n'ont pas la volonté de faire. Vous avez vu, Madame Prudence Shaw, avec sa formation politique, je crois que c'était pour la 8e législature ou bien 7e législature, elle s'est fait élue. Quand il n'y avait pas cette loi de 20%, elle s'est fait élue par sa formation politique pour aller à l'Assemblée. Elle pouvait tenir et mobiliser, mais elle s'est contentée de sa 6e circonscription électorale et ça s'arrête là. Alors qu'au moment où elle avait eu cette chance, elle devrait faire un effort pour faire cette tentacule dans les autres circonscriptions électorales et peut-être qu'elle serait en train de diriger une formation politique aujourd'hui dans notre pays. Mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, quand vous voyez les partis politiques qui sont restés sont dirigés aujourd'hui par les hommes. Vous pensez que les hommes qui sont là vont céder tant qu'ils n'ont pas fini de faire de la politique, ils vont laisser leur place aux femmes? Ce n'est pas possible. Donc il faut forcément
une loi pour obliger les hommes à donner aux femmes leur place. Fidèle Vaudounon, vous ne pensez pas aujourd'hui, puisque vous parliez tantôt des organisations de la société civile qui ont déjà fait ce qu'il faut, c'est-à-dire la formation des femmes pour que, effectivement, celles-là puissent être représentées et s'engagent. Mais quand on prend le leadership féminin aujourd'hui, ne pensez-vous pas que ces femmes-là se laissent faire? Ah non, je suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas au courant des débats au sein des formations politiques. Vous n'êtes pas au courant des débats au sein des formations politiques. Quand je prends un parti comme l'Union progressiste... Puisque je ne suis pas membre d'un parti politique, moi non plus. Cependant, nous observons, quand je prends un parti comme l'Union progressiste, le Renouveau, j'ai vu des femmes. Je regarde par exemple la ministre conseillère Sedami Médégan Fagla, je l'ai vu sur tous les fronts pratiquement. Les fronts politiques de son parti par exemple. Vous n'allez pas me dire que c'est rien dans cet ensemble. Est-ce que vous voyez? Quand je vais du côté du bloc républicain, j'ai vu la ministre de la fonction publique, la ministre Alidia Toumatis, qui était sur tous les fronts. Et plus encore, dans l'Ouémé plateau ici, aux côtés encore d'autres femmes, Sophia Tou Chano, Sophia Tou Onifade, il y avait beaucoup de femmes quand même. Je pense que il y a que on doit conforter les positions des femmes. C'est-à-dire? Conforter les positions des femmes, c'est faire en sorte que, au-delà de la volonté politique affichée et matérialisée, à travers donc cet article, je crois 40-44, qui donne donc ce quota de 24 femmes dans les 24 circonscriptions électorales, montrer cette volonté d'accompagner justement cette dynamique-là. C'est très important. Et donc, je suppose que le débat se fait au sein des formations politiques, de toute évidence, des femmes intellectuelles. Aujourd'hui, ce n'est plus des femmes qui ne sont plus allées à l'école ou tout ce qu'on peut mettre comme étiquette. Non, il s'agit des femmes qui ont fait des études supérieures, qui, la plupart ont décroché les titres de docteur. Donc, on a la matière. Il est question maintenant de faire en sorte que, cette matière soit valorisée. Et pour y arriver, ce n'est pas une affaire des femmes, ce n'est pas non plus une affaire des hommes. C'est la conjugaison de ces formes, me semble-t-il, qui permettrait justement d'en arriver là. Je suis d'accord que des efforts ont été consentis. Déjà, au niveau central, à travers donc cette réforme-là, qui nous permet aujourd'hui d'être rassurés que dans tous les cas, nous aurons au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. Mais nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Vous ne me direz pas que je parle en tant que papa de fille. Oui, d'accord, je lutte pour mes filles, non pas forcément qu'elles s'imposent aux hommes, mais pour quand même qu'il y ait cette équité qui permette de garantir la voix de la femme dans le débat public, dans le débat politique, parce que tout se décide là. Et donc, j'estime pour ma part que c'est une affaire de tout le monde. Le chef de l'État a fait sa part. L'Assemblée nationale a fait sa part. Les formations politiques doivent pouvoir maintenant montrer de la bonne volonté, de la bienveillance, je vais dire, dans une certaine mesure, pour accompagner, afin que la réforme ne soit pas isolée. Parce que pour le moment, on sent une forme d'isolement de la réforme. Oui, c'est ce qu'on a demandé, donc on leur donne ça, et ça s'arrête là. Non, il faut bien qu'on accepte d'aller un peu plus en avant. Quand je parle, par exemple, de ce que les organisations de la société civile vont jouer les pas, non, ce n'est pas suffisant. Ça doit continuer. C'est une dynamique. Ça doit pouvoir être soutenu dans le temps et dans l'espace pour que nous puissions atteindre des résultats. Les résultats que nous avons aujourd'hui, pour moi, ne sont pas encore si, je sais pas, mauvais que ça. Parce que nous venons quand même de loin. Nous venons de loin. Donc, il faut maintenant maintenir le cap. Je ne veux pas parler comme le progressiste, le renouveau. Pour permettre donc justement aux femmes de s'affirmer. Il faut tenir la main aux femmes. Je crois que c'est ça l'expression. Il faut leur tenir la main. Il faut pouvoir les pousser. Il faut pouvoir les entraîner dans cette logique-là. Si nous sommes convaincus, comme le disait d'ailleurs quelqu'un qui est plus politique que moi dans la 20e et peut-être même au-delà, puisque c'est un gros polygame, vous savez, si on est convaincu donc qu'elles sont plus au contact des électeurs, elles ont plus de facilité à convaincre les électeurs, elles ont plus de facilité à faire nos fameux porte-à-porte et tout ça. Mais pourquoi ne pas leur retourner ça? Moi, je pense qu'il faut leur retourner ça, d'autant plus qu'on a la garantie qu'elles sont formées, qu'elles sont suivies, qu'elles sont accompagnées. Il n'y a pas de raison qu'elles ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes. Pour revenir rapidement sur le développement des individualités au sein du Parlement dont vous parlez. Non, nous sommes aujourd'hui en train, en quelque sorte, de lever le niveau du débat au sein de l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas me dire que c'est les débats table ou mange arachide qui feraient quand même grandir notre Parlement. Vous serez d'accord avec moi que non. Il faut qu'on élève le niveau du débat et c'est là où nous en sommes. Donc, on n'est plus dans les petites querelles au Parlement, tel qui s'en prend à tel autre. Non. Il est venu une époque où ça a marché. Mais aujourd'hui,
nous devons mettre un peu plus de sérieux. Et ce sérieux-là prendra vraiment corps quand chacun y mettra du sien. Les députés ont la possibilité d'avoir leur cabinet, de se payer s'il le faut même des expertises pour avoir une vue un peu plus élaborée sur différents sujets qui seraient discutés à l'Assemblée nationale. Il faut pouvoir travailler sur ces leviers-là pour être plus représentatif au Parlement. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, pour moi, il n'est pas question, pas du tout alors, de pleurer sur le lait renversé, non. Il est question, surtout pour les femmes, de prendre acte et de tirer maintenant les conclusions qui s'imposent, d'abord au sein de leur formation politique, mais pour que leur voix porte au sein de ces formations politiques, il faut qu'ils aient aussi travaillé et véritablement travaillé sur le terrain, parce que dans tous les cas, les responsables politiques, quand ils seront face à la réalité du terrain, ils verront que, eh bien, c'est elles qui tiennent le terrain véritablement. Ils n'auront de choix que de les positionner, parce que dans tous les cas, si elles se démobilisent, eh bien, ça va se ressentir sur les résultats au terme donc des partis politiques. Donc voilà un peu comment moi je vois la chose. Si je récapitule, le pouvoir public a fait sa part, en l'occurrence le chef de l'État qui a accompagné cette dynamique qui marche aujourd'hui dans tous les cas. Les organisations de la société civile ont fait ce qu'ils ont pu, mais ça doit continuer dans cette dynamique, et les femmes elles-mêmes doivent mieux s'organiser pour avoir plus d'impact, plus d'influence au sein de leur formation politique, et en dernier ressort, les formations politiques doivent pouvoir en tenir véritablement compte, ne serait-ce que pour accompagner cette belle dynamique que tout le monde nous envie aujourd'hui au Bénin en termes d'équité, en termes de représentabilité, j'y arrive, de la femme. Eman Aniambossou, peut-on faire le bonheur des femmes aujourd'hui quand Fidèle Vaudou demande à ce qu'on tienne la main aux femmes? Ça va être compliqué. Et je pense que ce soit Fidèle Vaudounon ou Cosme Keke, tous deux ont mis le doigt sur un problème crucial. Je crois qu'il faut d'abord passer par le bilan de ces femmes-là au niveau de la 9e législature. Qu'est-ce qu'elles ont pu apporter malgré cette loi discriminatoire positive, qu'est-ce qu'elles ont apporté à la production parlementaire? Parce que tant qu'on n'aura pas fait ce bilan-là, on ne peut pas aujourd'hui demander aux partis politiques de faire en sorte que la 3e position soit d'office occupée par une femme. Qu'est-ce qu'elles ont apporté comme travail intellectuel? Est-ce que c'est d'abord par là qu'il faut passer? Il faut déjà que les femmes qui sont au Parlement, on en a connu 28, 29 en 9e législature, 28 maintenant à cette législature, la 10e, il faut qu'elles travaillent à ce que leur place se ressente, à ce que leur travail se ressente dans le travail collectif qui est fait au Parlement. C'est vrai, quand vous prenez le bureau de l'Assemblée nationale qui est en train de finir sa législature, il y avait une seule femme dedans qui était deuxième questeur. Aujourd'hui, quand quelqu'un ne pourra pas me démentir, à savoir est-ce qu'il a vraiment joué son rôle de deuxième questeur. Je crois que à ce niveau, il faut travailler. Vous avez parlé de Mariam Chabi Talata, qui entre-temps avait été élu, mais qui a fait long feu, qui est vite parti pour être parce qu'appelé à d'autres fonctions. Sophia Tchanou, celle-là, elle a la carapace dure. Elle est au Parlement, c'est pas 2-3 mandatures, 3 législatures, pardon. Et il y a d'autres femmes qui sont là. J'ai tantôt fait la caricature des femmes. Vous les voyez habillées en beaucoup de femmes de marché d'Antopa, avec des foulards sur la tête qui viennent s'asseoir et qui pensent que bon, c'est là qu'il faut jouer du chewing-gum. Et elles sont au Parlement. Et donc, je ne suis pas d'accord avec vous, Emma. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une caricature. C'est-à-dire que c'est pas dans cette ambiance-là qu'on va demander, c'est pas dans cette ambiance-là qu'on va demander aux législateurs, à ces femmes qui sont là, de faire proposer encore des lois pour qu'il y ait encore plus de femmes qui mangent du chewing-gum. Je suis sûr que c'est pas bon. Donc, je pense que les femmes qui aujourd'hui prennent le lead au Parlement, Sophia Tchanou, Aïe Chantal, je ne sais pas s'il y a d'autres femmes dedans qui jouent, qui prennent le lead, doivent travailler à ce que leur père puisse vraiment jouer le rôle de parlementaire pour lesquels elles ont été élues. Et donc, si elles le font comme ça, on n'aura aucun mal à dire, mais écoutez, revoyons les lois pour que les femmes soient plus nombreuses au Parlement. Mais ce que vous proposez là n'est possible que lorsque des femmes se mettent résolument au travail. Donc pour moi, il n'y a pas encore une inégalité au Parlement. Bien au contraire, on a travaillé à ce que des femmes soient au Parlement, mais qu'elles travaillent résolument à mériter leur poste. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Cosmo Keke, vous ne pensez peut-être pas que pour cette nouvelle mandature, la 10e, que c'est possible d'avoir des femmes de ces carrures-là? Quand on sert, vous avez parlé tantôt de l'ancienne présidente du parti politique, puisque son parti n'existe plus, qui a été élue dans la 6e législature pour ces mandatures-là. Non, moi je pense que Prudencio ne serait pas à sa première législature au Parlement. Elle a été même membre du bureau une fois. Elle a joué le rôle du deuxième ou premier secrétaire parlementaire quand elle était à l'Assemblée nationale. Et je crois que celle-là, au regard de ces expériences
elle peut tenir la main aux autres femmes qui sont là et qui vont au Parlement avec elle aujourd'hui pour pouvoir faire ce que nous demandons. Parce que le tout ne suffit pas d'attendre que les autres travaillent et qu'on applaudisse ensemble pour dire oh yeah, on a gagné. Non, on ne gagne pas. Elle était plutôt la première secrétaire parlementaire. Voilà, c'est ça. Je sais qu'elle était secrétaire parlementaire, donc elle était première secrétaire parlementaire. Donc vous voyez, c'est parce qu'elle avait fait un combat avant d'arriver là. Il y avait, comment on appelle... Madame, il y a une dame aussi qui était secrétaire aussi. C'est-à-dire c'est des femmes qui se sont battues pour avoir une place au soleil. Et cette femme-là, Madame Claudine Prudencio, en venant au Parlement aujourd'hui, doit se battre pour peut-être accompagner les autres femmes qui viendront au Parlement avec elle. Moi, je crois que c'est à cette seule condition que les femmes peuvent mériter ce que nous disons. Et moi, j'ai aussi un problème. Parce que ce n'est pas de femmes talentueuses qui manquent au Bénin. Hein. Peut-être que les formations politiques font de mauvais choix pour le choix des femmes à positionner. Sinon, moi, pour ce que Fidèle a dit, qu'il y a suffisamment de femmes qui sont formées, moi je pense, Madame Sofiat Onifade, par exemple, ouais, c'est une femme combattante. Et je suis sûr que si cette femme-là avait la chance de tirer son épingle du jeu... Comment avoir cette chance-là? Non, je dis si elle était bien positionnée. Non, si elle était bien positionnée, par exemple. Supposons que au moment où, au lieu de positionner Sophia Chanou, si on mettait peut-être cette femme-là comme deuxième femme, et deuxième candidat sur la liste BR, ça veut dire à la tête de liste, une femme, deuxième place, si on a eu homme 3 fois 4 fois sur les listes. Pourquoi pas femme une fois, femme tête de liste, femme de... Si on avait par exemple positionné cette femme-là comme deuxième sur la liste BR, elle sera au Parlement maintenant. Et si celle-là vient au Parlement, je sais de quoi elle est capable. Je sais ce qu'elle peut faire au Parlement. Et comme Sophia Onifade, il y a beaucoup d'autres femmes qui sont là, qui peut-être n'ont pas la chance d'être positionnées pour aller faire valoir ce dont elles sont capables au Parlement. Donc moi je crois que les partis politiques, en dehors de chercher à positionner des femmes, doivent chercher à positionner des femmes de qualité. Parce que le tout ne suffit pas d'avoir femmes au Parlement, non. En boubou comme Emmanuel. Non, je crois qu'il faut positionner des femmes de qualité. Savoir positionner les femmes de qualité. Et vous allez voir que les femmes vont prouver de quoi elles sont capables. Celles que nous avons, en tout cas pour les parlements qui sont passés, ce n'est pas... Je ne dis pas qu'elles n'ont pas mérité, hein, mais je dis ce n'est pas les femmes dont on a besoin pour les parlements. Fidèle, vous pensez-vous qu'il y a d'autres femmes dont le Parlement béninois en a besoin? Bien évidemment, vous n'allez quand même pas réduire les 52 ou ça monte peut-être déjà à 56% de femmes que nous avons au Bénin, ou quelques-unes que nous avons vues sur les listes de candidatures. Donc c'est évident qu'il y en a. Moi, je pense que la prochaine étape, étant entendu que voilà, si c'est un mal, le mal est déjà fait. On connaît maintenant le nombre de femmes élues au Parlement 10e législature. Eh bien, la prochaine étape, c'est la bataille donc du bureau de l'Assemblée nationale. Je pense que ce qu'on a perdu sur le nombre de façon générale, on peut bien le gagner sur le nombre de femmes au sein donc du bureau de l'Assemblée nationale. Et pas forcément, mais dans les organes. Oui, moi je parle beaucoup plus du bureau de l'Assemblée nationale. Pour que on ait, pourquoi pas, 3 femmes, pourquoi pas, sur les 7. C'est bien envisageable parce que vous n'oubliez pas que nous avons eu quand même des ministres du gouvernement qui ont été élus. Je veux parler de la ministre Yahi Ladékan, Léonore Yahi Ladékan, la ministre du Commerce, Shadia Assouma, et sans oublier les anciennes qu'on connaît déjà, qui sont réélues, et de nouvelles têtes aussi, bien faites, qui arrivent au Parlement. Ce serait bien, me semble-t-il, que bien on ait quand même les femmes au sein donc de ce bureau en une très bonne représentativité. Et je pense que toutes les attentions devaient être donc focalisées sur cette étape-là, bien évidemment, sans oublier la possibilité de les voir au sein donc des différents organes, groupes parlementaires et autres commissions au sein de l'Assemblée nationale. Je crois que nous sommes en train de faire du chemin dans notre pays et on est à un niveau aujourd'hui où on doit pouvoir oser. On ose déjà dans plein de domaines. Il faut maintenant qu'on ose la femme, je crois,
oser la femme, pour moi, c'est de confier quand même des responsabilités assez sérieuses aux femmes, et surtout aux femmes au sein du Parlement, parce que c'est là justement que se décide quand même le destin de tout un pays dans lequel ces femmes-là sont vraiment en majorité, et il faut vraiment que ça transparaisse aussi dans les décisions, et surtout dans la configuration de ces instances où se prennent les décisions. Emmanuel Niambossou, ne peut-on pas remercier ou ne peut-on pas féliciter plutôt le parti Bloc républicain qui a pu positionner plusieurs femmes sur la liste en dehors du parti Mouel Bénin, qui n'a pas pu tirer son épingle du jeu, qui a positionné plusieurs femmes surtout titulaires sur la liste, pendant que l'UPR positionnait une seule femme comme étant titulaire sur la liste? Vous avez fait une très bonne remarque. Je l'ai également faite, cette remarque-là. C'est vrai que on a constaté que le parti républicain a positionné vraiment de femmes titulaires vraiment, et donc c'est tout à son honneur. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que ce nombre est porté à 24. Je ne dis pas que les autres ne l'ont pas fait, mais on constate que ce nombre est porté à 28, parce que le bloc républicain a su positionner des femmes titulaires. Je pense que c'est ce que nous disons. C'est une prime à leur compétence, une prime à leur engagement politique. On s'est dit que ces femmes-là, par le passé, apporté leur preuve de ce que elles savent travailler sur le terrain, de ce que elles savent vraiment prendre certaines positions quand il s'agit de faire des débats. C'est des femmes qui, en sourdine, travaillaient sur le terrain. Vous n'allez pas me dire que dans la 16e, celle qui aujourd'hui fait figure de Rosine Vieira-Soglo, je veux parler de Aïe Chantal, permettez-moi de rappeler le nom, vous n'allez pas me dire que celle-là n'a pas travaillé à ce que les femmes des marchés puissent avoir peut-être certains avantages que nous, hommes, on ne maîtrise pas. Vous n'allez pas me dire, parce que la preuve, c'est qu'elle a réussi à obtenir 2 sièges pour le parti BR, et aidé bien sûr par celui, le deuxième titulaire sur la liste, je crois, c'est Naoum qui a travaillé. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est un bon attelage. Et donc je suis d'accord qu'on puisse travailler à ce que les femmes soient titulaires sur des listes, mais on ne peut pas mettre n'importe quelle femme, parce que nous sommes sur le terrain politique, et sur le terrain politique, c'est pas un jeu de communion, c'est pas un jeu de leader, comment dit-on, d'enfants de cœur, où on peut aller s'asseoir et dire, bon, écoutez, mettons les femmes, nous on est juste là pour les booster. Non, les femmes doivent montrer qu'elles savent faire quelque chose. Si elles ne le font pas, mais je dis, c'est bien grave pour elles. On a parlé tantôt de ces ministres du gouvernement actuel qui vont au Parlement. Vous avez parlé de la ministre de l'enseignement supérieur, Eleonore Ladi-Kanyayi. Celle-là, je la vois par exemple en train de présider la commission qui s'occupe de l'éducation, par exemple. L'autre dame également, la ministre du commerce. S'il y a une commission relations extérieures et commerce, je la vois en train de gérer cette commission-là aussi. Parce que c'est des gens qui ont apporté leur promo au gouvernement ici, et qui là-bas vont travailler à ce que tout ce qu'elles ont amassé ici en termes de carnet d'adresse, en termes de travail sur le terrain, puisse faire évoluer le Parlement. Et je vois d'autres femmes également faire leur montée. Parce que c'est fini l'époque où on a mis des femmes présidentes de telle commission alors qu'elles n'ont rien dans la tête, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on en finisse. Parce que nos filles regardent ce qui se fait au Parlement. Et nos filles ont envie de faire peut-être comme ce qui se fait au Parlement aujourd'hui, mais pas comme ce qui se faisait avant. Et je crois que c'est comme nous, c'est mon autre confrère qui l'a dit. Mais ils ont rappelé l'époque où on mangeait d'arachide au Parlement, l'époque où on venait avec des castagnettes, des gants au Parlement pour empêcher tel de travailler. Mais dans tout ça là, dans toute cette salade russe avec de l'huile rouge et de la moutarde là, il y a quand même cette dame, Rosine Vieira-Soglo, qui arrivait quand même à montrer qu'elle avait de la poigne. Et donc je crois que, pardon? Qui se démarquait. Il y avait également à l'époque Hélène Akholou-Keke, parce que sans doute avocate aussi, et donc qui se démarquait. Et donc aujourd'hui, il se fait que malheureusement la réforme sympathisant fait qu'on ne veut plus voir cette individualité là au Parlement, on ne veut plus voir des gens montrer que oui, c'est nous qui travaillons. Et donc elles sont obligées de se faire phagocyter, ces femmes leaders qui sont encore là aujourd'hui, je le répète, qui travaillent effectivement à ce que des lois soient votées, à ce que leurs propositions portent. Mais malheureusement, ce qui leur manque, c'est qu'elles n'ont pas le courage d'aller sur le terrain pour dire aux femmes, écoutez, telle loi-là, nous, même si c'est pas moi, nous avons travaillé à ce que la loi soit améliorée de telle manière. Malheureusement, si elles le font, c'est que tout de suite on va penser qu'elles veulent prendre le poste du président du parti, hein, on pense qu'elles veulent être leader du parti, on pense qu'elles veulent, et donc elles sont obligées de se ranger
et de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Donc c'est un peu ça aussi. Je dis, la réforme sociale partisane telle que c'est aujourd'hui, ça a forcément des failles. Si on peut les corriger, ne serait-ce qu'en les termes, ce serait pas mal. Pour permettre à ces femmes-là, qui sortent la tête encore au Parlement, de pouvoir montrer effectivement aux populations, oui, nous portons votre cause, nous défendons votre cause et donc nous sommes là pour vous. Si ce n'est pas le cas, ne vous attendez pas à ce que une proposition ou bien un projet de loi qui viendrait peut-être augmenter le nombre de députés femmes au Parlement, que cette proposition ou ce projet soit bien vu par la population, c'est pas possible. On m'a dit, mais il y a des m'a tourné à l'automne, bon, et là, c'est encore non, bon, je sais pas, moi, n'étant pas goût, mais le goût, ça me plaît. Elles ne font rien, on va encore compléter le nombre. On m'a dit, il était au fou dans l'automne, bon, et là, j'aime bien le goût, parce que c'est ça. Et donc, vous voyez, donc, c'est un peu ça, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, il revient aux femmes qui sont encore là, et qui tiennent encore le lead, de tendre la main, de tendre la pêche, ça, aux autres femmes, qui portent des pantoufles au Parlement, pour que ça puisse, pour qu'on puisse vraiment sentir que c'est des parlementaires qui prennent vraiment part aux grandes décisions, aux grandes discussions et tout. Mais il revient également à nos confrères comme quelqu'un de vraiment faire en sorte que quand un député ou une députée porte une loi, qu'on le sache et qu'on sache que c'est sa vision et tout et tout. Merci beaucoup. Cosmo quelqu'un rapidement, 30 secondes. Non, moi je pense que les femmes ont compris et mes vœux pour cette fois-ci, c'est de voir une femme à la tête du Parlement béninois. Je crois que ça va encourager beaucoup de femmes à mieux faire. Fidèle Vaudounon. Je serais à défaut d'être présidente du Parlement. Si on a une femme vice-présidente, première vice-présidente, je pense que ça ne serait pas à rien. Cela dit, je voudrais préciser que mon plaidoyer, ce n'est pas qu'on vote une loi qui augmente le nombre de femmes. Non, on l'a déjà fait dans notre pays. Il est question pour les formations politiques, je le précise, de porter et justement cette ambition-là, de porter cette volonté politique matérialisée-là en cooptant plus de femmes justement dans de bonnes positions sur les listes de candidature. Merci à vous fidèles Vaudounon Cosmo Keke et à Eman Pafé Aniambosu. Que dit la presse? C'est encore la semaine prochaine avec, pour le premier numéro, Patrice Avala le lundi. Voilà 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 le lundi.